Je vais pas beaucoup vous parler de Nouvelle-Calédonie, effectivement, parce que la commande, entre guillemets, que j'ai compris, en tout cas, c'était de parler de ce projet sur les droits de l'océan, et à travers de ce projet, de ce qui peut se faire sur les droits de la nature. Juste un mot pour la Nouvelle-Calédonie, effectivement, donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que en matière de droits de la nature, en tout cas, en droit français, puisque la Nouvelle-Calédonie est encore au sein de la République. Donc voilà, j'ai intitulé mon intervention, donc, nous sommes l'océan, l'océan c'est nous, et nous même. Et puis, donc, je suis parti de l'idée qu'effectivement, dans cette vision qu'ont les Océaniens, la mer est donc plus qu'un bien, pas même un bien commun. Et cette idée d'être vivant qui prédomine. Le contexte dans lequel moi j'ai commencé à travailler, c'est bien sûr celui de l'objectif de développement durable 14. Et enfin, j'ai pas réussi à me réveiller suffisamment tôt pour entendre les premières interventions, notamment de Catherine et de Marie-Pierre, mais j'ai pu saisir celle de Marie-Angèle en cours de route. Euh, alors pour moi, typiquement, donc l'objectif 14 est anthropocentré. Donc, je pense qu'on pourra discuter de ça là. Et parce que conserver et exploiter de manière durable les océans, donc pour moi, ça ne traduit pas nécessairement une autre vision de l'environnement que j'essaie de montrer maintenant. Parce que dans cette vision, justement, de même, y compris de l'objectif de développement durable 14, ben, les océans sont réduits à des espaces, à des ressources, je vais y revenir dessus. Et en tout cas, on est bien dans l'idée que l'océan est un bien futile commun. Donc, il n'y a pas il n'y a pas encore, il n'y a pas d'évolution de ce point de vue-là, en tout cas dans le droit positif. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Alors, évidemment, ça pour moi, ça correspond à cette vision qu'on a de la nature et qui existe depuis longtemps, je dirais. Cette idée qu'effectivement, il y a une hiérarchisation des éléments de la nature et chacun y va de sa spécialité ou de sa discipline pour essayer de saucissonner les éléments de la nature. Et on perd donc en chemin cette vision holistique de la nature, l'unité de la nature est perdue, l'idée de communauté de la Terre qu'ont repris d'autres penseurs, d'autres intellectuels est complètement éclipsée par cette vision qui consiste à mettre la nature dans des boîtes, dans différentes boîtes, selon qu'on soit juriste ou qu'on soit biologiste, etc. Donc, bien sûr, on a parlé de vision utilitariste. Là c'est clair qu'effectivement, tout est fait à partir de cette conception de ce qu'est la nature pour l'homme. Et puis, on a assisté aussi ces dernières années donc, à une traduction, y compris en droit, comment dire, la place de la nature selon l'endroit ou le statut juridique de la nature, pardon, selon l'endroit où elle se trouve. S'agissant de l'océan, donc moi j'ai constaté un certain nombre de choses, c'est-à-dire que bien que l'océan soit reconnu comme l'unité de l'océan soit reconnue, on a voilà, traditionnellement distingué deux espaces maritimes, ceux qui sont donc sous souveraineté des États côtiers et la haute mer, effectivement, donc, qui est l'autre espace. Quoi. Évidemment, ça c'est compliqué avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, on a encore davantage quadrillé l'espace maritime et on en arrive quadrillé dans tous les sens, horizontalement et verticalement, euh, pour dire qu'effectivement, donc selon l'endroit où on est, donc la mer, l'espace maritime et les espèces qui s'y trouvent, les ressources qui s'y trouvent, ont un statut, y compris juridique, différent.
Et malgré tout, donc, c'est pour cela que j'ai cherché à m'en éloigner, vous allez voir, c'est que cette idée de bien commun, ou même de commun, c'est-à-dire que moi, parce que derrière tout ça, effectivement, c'est le droit de propriété, que ce soit la propriété publique, collective ou individuelle, eh bien, on est toujours dans cette idée de propriété. Et finalement, en ce qui concerne l'océan, la notion de souveraineté, c'est substitué à celle de propriété, même si on se rend compte que c'est pas très différent. C'est un peu pour moi ce que j'appelle la tromperie de Waitangi, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Lorsque les Britanniques ont fait signer le traité de Waitangi à les chefs maoris, ils ont fait signer en disant que les chefs maoris transféraient la souveraineté des terres à la reine Victoria, et au fond, ce qu'ils ont transféré, c'était en réalité la propriété. Pour les Britanniques, c'était bien la propriété qui était récupérée. Voilà, donc c'est juste un clin d'œil pour la Victor, Nouvelle-Zélande. Oui. c'est Émilie. Excuse-moi d'interrompre. En fait, c'est que on voit les 4 diapos en un seul, ça fait un peu petit. Est-ce que tu peux mettre les diapos en une par une en plein écran ou c'est ton choix de mettre les 4 Non, pas sur du tout. J'ai dû inverser le. Attends, je vais. Est-ce que l'affichage? c'est mieux comme ça? C'est Est-ce que c'est parfait. mieux? Enfin, c'est mieux pour les personnes qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup. Je t'en prie, désolé. Donc, alors, toujours sur les. Donc là, on était sur les espaces. Donc, pour les ressources, on reste donc dans cette idée de souveraineté, hein, qui prédomine, que ce soit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou dans la Convention sur la biodiversité. C'est toujours donc les États qui ont souveraineté sur leurs ressources naturelles. Et du coup, donc, on ne change pas trop de cette idée d'appropriation par les États, à la fois des espaces et des ressources. Donc, ce qui reste en dehors, évidemment, pose problème, puisque la haute mer, les eaux internationales, euh, ça reste effectivement des communs, au sens même de Gareth Hardin ou Ostrom, mais on est dans cette vision-là, en tout cas, assez étriquée de l'océan, une vision mécanique pour moi. Et ce que je me suis dit en vivant, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, en partageant je dirais la parenté des Océaniens avec l'océan. Donc je me dis que, quoi que ça puisse paraître paradoxal, il faut effectivement faire monter le niveau de la mer d'un point de vue juridique au moins dans les années à venir. Alors, effectivement, pourquoi je vous disais, j'ai opté travailler sur cette piste-là, c'est parce qu'effectivement, en Océanie, il y a une conception de l'océan qui est assez prégnante. Hein, je veux dire, cette idée d'interchangeabilité entre l'océan et les humains, cette interdépendance entre les deux, elle est présente à les coins des archipels océaniens. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous invite à lire ce magnifique essai d'un auteur océanien, donc, qui s'appelle Notre mer d'île, donc qui renverse justement toute la perspective qu'on peut avoir sur les petits États insulaires du Pacifique notamment, donc en disant que voilà, on n'est pas des petits États insulaires, nous sommes de grands États océaniens, et il se trouve qu'effectivement la mer, c'est ce qui nous unit. Donc la mer est loin d'être une frontière, au contraire, la mer, c'est ce qui nous unit. Euh, En 2009, donc des dirigeants du Pacifique ont fait cette déclaration de Mopiti en Polynésie française, où ils réaffirment effectivement ce lien sacré intrinsèque entre la terre, le ciel et l'océan, qui forment un tout indissociable. L'océan, réalité holistique des cycles de vie, l'océan, entité sacrée et fondamentale. Donc, quand on est dans cette vision-là, forcément, donc, on se dit que on ne peut pas considérer l'océan comme
comme un bien, comme un commun, comme une ressource, et que c'est vraiment autre chose que l'océan représente pour les océaniens. Donc, là aussi, un autre livre extraordinaire, donc pour ceux qui en tout cas aiment l'océan, c'est ce droit de Marie-Angèle en évoqué. Il s'agit d'un plongeur, effectivement, donc, un biologiste plongeur qui parle de l'océan et qui parle de cette proximité avec l'océan. Toujours donc dans cette idée que l'océan est un être vivant, un être qui mérite notre respect, qui mérite son droit à vivre, qui a le droit à son bien-être. Donc, on est dans cette personnalisation de l'océan. Donc, l'idée qu'effectivement, que la vie ne peut exister que parce qu'il y a l'océan et que sans l'océan, il n'y a pas de vie. On retrouve cette idée d'interdépendance entre l'humain et l'océan de manière assez forte. Quoi. Donc, alors c'est dans ce contexte-là qu'en 2017, lorsqu'il y a eu la première conférence des Nations Unies et un appel à projet, etc., donc d'engagement volontaire, j'ai pu entraîner mon institut à présenter un engagement volontaire auquel effectivement le CIDCE de Michel Pierre a apporté son soutien, ainsi que le programme régional océanien pour l'environnement, qui est une organisation internationale basée dans le Pacifique. Et l'idée, c'était de dire, à partir justement des travaux qui se faisaient sur les droits de la nature, et notamment donc, en Nouvelle-Zélande avec le fleuve Whanganui, je me suis dit, pourquoi pas l'océan? Je veux dire, au fond, qu'est-ce qui empêcherait que l'océan soit reconnu comme sujet de droit, surtout par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'idée que pour les océaniens, en tout cas, l'océan est bien une personne dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur mythologie, etc. Donc, on a lancé une bouteille à la mer et j'espère qu'elle va revenir bien remplie. En disant, on va voir qu'est-ce qui empêche que, effectivement, de reconnaître l'océan comme sujet de droit. Parce qu'il y a ce besoin, et il se trouve que lorsqu'on a déposé cet engagement volontaire qui a été présenté en 2017 à New York, le premier ministre de l'époque des îles Cook, donc grand archipel du Pacifique Sud, a aussi donc défendu. On ne s'était pas discuté, on n'avait pas discuté avant. Hein. Donc, en tout cas, on s'est retrouvés. Donc, lorsqu'il a commencé, lui, à parler directement donc des droits de l'océan, donc qu'il était même nécessaire de se battre pour les droits de l'océan, sous-entendu donc reconnu comme entité juridique pour toutes les raisons donc d'interdépendance à nouveau. Et les Océaniens soulignent que l'interdépendance n'est pas une question de service écosystémique que rend l'océan, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment une relation de parenté. Et nous avons réuni un groupe de travail donc, dans le cadre de cet engagement volontaire auprès des Nations Unies et avec des Océaniens, des Néo-Zélandais, des Fidjiens, des Calédoniens, etc. On a fait une réunion à Auckland et on a rédigé une déclaration à l'issue de 3 jours de travail et c'est effectivement l'idée qui est revenue là aussi, c'est que voilà, l'océan est notre source de vie, notre famille, notre sang. L'océan n'est ni une propriété ni une ressource. Il ne sert pas qu'au bénéfice de l'homme. Donc, il y avait cette idée qu'effectivement, il fallait sortir de cette vision où tout était là pour l'homme ou pour l'humanité d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, et que l'océan était là avant nous et qu'il le sera après nous. Donc, ça, c'est revenu assez souvent. Et cette idée de parenté également, qui est kinship en anglais, qui est revenue très souvent dans le vocabulaire de nos amis néo-zélandais, maoris notamment. Et là-dessus, on s'est dit que il fallait avancer, il fallait travailler sur un tel projet, que ça n'avait rien d'aberrant finalement, d'essayer de voir pourquoi l'océan ne serait pas
reconnu comme sujet de droit, etc. Donc, alors on travaille dessus, donc j'avance. Et l'idée, donc effectivement, c'est de parvenir à faire sauter les frontières de la souveraineté étatique, pour dire que effectivement, à cette souveraineté étatique se substitue finalement la souveraineté de l'océan. C'est-à-dire que l'océan devient l'égal des États. On discute avec l'océan, donc on verra ça, qui parlera pour l'océan. C'est un vrai sujet, bien entendu. Il ne s'agit pas de l'occulter ni de le nier, c'est un vrai sujet. Mais je pense que je suis aussi dans cet esprit qu'il faut expérimenter et qu'il n'y a rien qui nous est interdit. Je ne vois pas pourquoi on n'aborderait pas la question d'un océan sans frontières, sujet de droit, par le biais notamment de coopération transfrontalière, ne serait-ce qu'entre, par exemple, les petits États insulaires les territoires insulaires du Pacifique, hein, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie avec leurs aides qui font plus de 5 millions de kilomètres carrés, c'est pas rien. Et donc, on peut s'appuyer sur des exemples de coopération transfrontalière, que ce soit avec la biodiversité de montagne, que ce soit sur les fleuves ou que ce soit en Amazonie. Donc, on a des exemples donc, qui nous permettent d'espérer faire quelque chose. Donc, pour conclure, donc, je reviens sur cette idée comment dire, de faire la paix avec, pour reprendre le slogan de la chaire de Normandie pour la paix. Et il s'agit effectivement donc, d'écouter ceux qui nous parlent de l'océan. Donc, je ne suis pas moi-même biologiste, et encore moins navigateur ou même nageur, je sais à peine nager. Donc, c'est l'idée qu'effectivement, on a suffisamment fait du tort à la nature et à l'océan, et que maintenant, il est grand temps de faire la paix. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la parole ce matin. Merci beaucoup, Victor David, pour cette contribution qui apporte là aussi un autre regard qui déterritorialise ou qui reterritorialise, en tout cas qui nous permet de sortir d'une approche très franco-française ou européenne. La France, comme un certain nombre d'autres pays, a je dirais, quelques possessions dans le reste du monde et les différents territoires d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer pour être plus précis, que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou encore la Guyane, et je ne les cite pas toutes, permettent aussi de prendre conscience qu'on doit raisonner autrement. Il y a des réflexions à mener évidemment sur les suites du colonialisme, hein, sur ces possessions d'outre-mer, mais au-delà de ces questions sur le colonialisme et ce qu'on pourrait en faire au XXIe siècle, il y a aussi en fait finalement, il faut y voir peut-être quelque chose de très positif, c'est qu'en étant comme ça situé un peu partout dans le monde, on prend conscience peut-être de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus effective des problématiques du monde entier, puisqu'on peut se projeter à la fois dans le Pacifique, à la fois en Amérique du Sud, à la fois dans l'océan Indien, etc., etc. Et il faut en tirer des leçons intelligentes de ce positionnement territorial-là. Donc, merci beaucoup, Victor. Je tiens à excuser, merci d'être levé aussitôt et d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Je voudrais excuser Florentine Richen qui devait intervenir aussi pour la Guyane, qui devait présenter en fait une lecture autochtone de Guyane française sur la protection des communs en Amazonie, mais il semblerait qu'elle ait des problèmes de connexion importants et pour cette raison, elle ne va pas pouvoir malheureusement faire son intervention. Mais vous pourrez la retrouver dans une autre intervention qui a été filmée par la chaire Normandie pour la paix il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Émilie Gaillard pourra tout à fait vous donner ces indications-là. Je tiens simplement à dire une chose avant de céder la parole à Émilie Gaillard puis à Madame la députée. On a beaucoup parlé, je retiendrai cette logique-là et ce terme-là, d'interdépendance. Et pour moi, c'est un des mots-clés vraiment de la matinée, d'interdépendance et d'environnement notamment.
Je voudrais peut-être proposer un autre terme dont on a aussi un tout petit peu parlé, de ci, de là, le terme de milieu, pour insister sur l'importance de la prise en compte des milieux au-delà de la notion large, assez abstraite, d'environnement. Bon, certaines recherches ont tendance à pointer l'environnement comme une notion très large, très générique, oui, très large, très générique, alors que la notion de milieu pourrait être vue comme une notion beaucoup plus concrète. Et en tout cas, on insiste dans la notion de milieu, en particulier dans la mésologie, sur le caractère dynamique. Et ce caractère dynamique a été à de nombreuses reprises aussi souligné ce matin dans les travaux des uns et des autres. Donc, voilà, je propose simplement d'élargir la focale au-delà du droit de l'environnement, au droit des milieux, en continuant à développer une vision très dynamique. Je n'oppose pas l'environnement au milieu, j'en fais juste un élément peut-être d'approfondissement de la notion d'environnement. Je laisse la parole à Émilie Gaillard et je la félicite chaleureusement d'avoir si bien organisé ces deux événements, celui du 8 avril, celui du 15 avril. Et je suis très heureux d'avoir été associé à cela et bravo à la chaire Normandie pour la paix et à la coordinatrice générale. Merci Stéphane. Je pense qu'il y aura quelques questions encore. Je voudrais juste dire que tout l'intérêt, et merci beaucoup Victor pour ta présentation. Malheureusement, Florentine n'est pas là et elle devait prendre la parole sur l'Amazonie comme commun vu à travers son regard de peuple autochtone. Juste pour dire à Madame la députée qu'avec ces voyages de chercheurs où on est allé dans l'interculturalité et on a aussi des dialogues intergénérationnels avec des représentants des peuples autochtones où nous avons des jeunes étudiants qui vont à la rencontre donc, de Florentine en Guyane ou d'autres peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, peut-être aussi de donner la parole aussi à nos concitoyens, mais aussi d'autres territoires qui sont avec des différences juridiques notoires. Par exemple, Florentine, juste pour vous donner un élément, mais il y en avait beaucoup d'autres qui m'avaient beaucoup touchée. Elle nous expliquait qu'en Guyane, il n'y a pas de loi de séparation entre l'Église et l'État. Et donc, eux, dans leur vivre avec l'Amazonie, ils ont tout un lien très proche avec aussi la chasse qu'ils ne peuvent pas exercer. Dans la présentation de Victor, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le fait que pour avoir été invité en Polynésie française, pour avoir discuté aussi avec des personnes d'outre-mer, il y a ce lien très fort avec l'océan. Donc, le mana aussi pour Tahiti, avec cette vision de l'océan mer nourricière, terre nourricière. Pour la dernière discussion que nous avons eue dans les dialogues intergénérationnels étudiants avec les peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie, une autre citation qui m'a beaucoup touchée, la représentante disait, voilà, nous, et elle était émue parce que dans ce qu'on parlait, elle disait, ce sont mes grands-parents en fait qui ont ce lien avec le cosmos très fort. Et elle dit, nous, on est en train de perdre ce lien d'harmonie avec la nature, on essaye de faire perdurer notre savoir autochtone, mais elle disait, dans leur vision des choses, que ce soit par exemple par rapport à la Terre, mais ça vaut Terre, Océan, Amazonie, cette Terre a nourri nos ancêtres. Ils ont cette haute conscience de responsabilité que cette terre a nourri les ancêtres, les nourrit et vont nourrir les générations futures. Et donc, c'était pour cela que je voulais terminer sur cette table ronde des dialogues interculturels sur lequel on aurait pu rajouter 3 à 4 personnes. Dans le délai imparti, je n'ai pas pu faire mieux. Et puis, c'est juste pour élargir la focale aussi sur l'enrichissement décentré de l'Occident que nous pouvons avoir. Et Victor, vraiment, je te remercie. Quelle heure est-il pour toi, juste pour qu'on partage à quel point tu es debout en plein milieu de la nuit? Et il est 5h43 du matin. Alors, on te dit un énorme merci déjà d'être parmi nous. Non, mais pas de souci. Pas de souci. Et merci d'être là. Peut-être qu'on fait juste 5 minutes de questions, mais pas plus, parce qu'on va libérer aussi Madame la députée de prendre la parole, et puis après, parce que je pense qu'il faut qu'on libère aussi tout le monde. Madame la députée. Oui, merci. Je voulais juste partager avec vous une audition. J'ai auditionné Fiore Longo, qui est représentante des peuples autochtones pour Survival International. Et c'était extrêmement intéressant. Alors, je l'ai auditionnée, mais en fait, on avait peut-être plus l'impression que c'était elle qui m'auditionnait pour voir
de manière très concrète comment elle pourrait, elle, dans la défense de ses droits collectifs, de ses peuples, pouvoir avoir peut-être une reconnaissance, un process à travers cette structure du défenseur de l'environnement. Et on a du coup avec elle retracé toute la différence entre droit individuel et droit collectif. Et au travers de cette audition, il paraissait finalement assez logique dans la construction que la défense des peuples, non pas de manière individuelle, mais bien de ce collectif, puisse tout à fait rentrer dans le giron de ce défenseur de l'environnement. Ah, ce serait formidable, effectivement. C'est bon à savoir. Merci beaucoup parce que c'est vrai que nous, en tout cas, moi, en tant que chercheuse, j'ai beaucoup évolué à force d'être à l'écoute. Et Florentine, elle, dans son vocabulaire, elle parle de nation parce qu'elle dit il résonne en termes de nation. Et je pense qu'il faut, on en parlait avec Stéphane parce qu'on travaille beaucoup là-dessus ensemble sur les peuples autochtones, c'est d'oser le métissage juridique. Et on en est à ce point-là. Merci beaucoup. Stéphane, je te laisse organiser les quelques dernières minutes de questions-réponses de manière efficace pour donner le plus de parole à tout le monde. Julien me dit qu'il a sagement levé la main sur Zoom avec des smileys d'ange. Je crois qu'il faut prendre la parole, mais il n'y a pas que lui. Je te laisse la main. Merci beaucoup, Émilie. Oui, j'insiste aussi, je pense que c'est très important d'arriver à instiller, d'arriver à s'accaparer cette notion de droit collectif ou se la réaccaparer parce qu'il y avait des droits collectifs sous l'Ancien Régime qui ont été pour beaucoup balayés avec la Révolution française. Il faudrait qu'on revienne sur ces logiques-là. Catherine Lebris et d'autres en ont parlé. C'est quelque chose de fondamental. Voilà. L'individu, c'est très important, le collectif aussi, mais les interrelations entre les individus et le collectif sont nécessaires pour former société. Alors, je laisse la parole maintenant à Julien Bétail qui avait une ou deux questions, il me semble, à poser. Alors, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ok. Donc bonjour à tous, bravo encore Émilie et toute l'équipe pour l'organisation de cette deuxième journée, toujours aussi intéressant, toujours aussi riche. Alors moi j'avais plus que des questions, un peu des éléments de relativisation ou de questionnement personnel par rapport à la fois sur les communs et à la fois sur les droits de la nature. Bon, les uns et les autres n'ignorent pas mon scepticisme à l'égard de ces démarches. Juste pour faire 2-3 remarques, sur les droits de la nature d'abord, il y a effectivement eu des avancées, entre guillemets, à travers le monde sur ce sujet. Néanmoins, moi je reste quand même sur l'idée que la démonstration d'une plus-value pratique de cet outil reste encore à faire. Si je prends seulement l'exemple de la Nouvelle-Zélande qui a été désignée comme étant le plus abouti, il reste quand même, en travers du fleuve qui a été reconnu sujet de droit, un barrage. Alors, peut-être vous allez me dire que j'exige trop des droits de la nature, mais il n'empêche que concrètement, c'est ce type de conflit qu'on a sur le terrain. Que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en France, voilà, il y a des conflits d'usage entre la production d'électricité, les autres usages du fleuve, les fonctions écosystémiques, etc. Et donc, voilà, on a un fleuve qui est sujet de droit, mais il est toujours barré par un barrage. Donc, je pense qu'il faut non pas jeter à la poubelle les droits de la nature à cause de ça, mais simplement avoir conscience aussi de ce type de limites. C'est un petit peu la même idée à propos des communs. Alors, Marie-Pierre a fait référence aux travaux d'Escola et qui sont beaucoup aussi cités par ceux qui travaillent sur les droits de la nature. Moi, je suis un petit peu gêné parce que Descola a travaillé en Amazonie. On a effectivement des modes de vie qu'on peut qualifier comme étant en harmonie avec la nature. C'est très intéressant et c'est très juste, mais si le sujet n'est plus de parler de l'Amazonie, mais de transposer à la France, on va dire, métropolitaine, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que des conflits entre la nature et les humains,
il y en a absolument partout. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment… Enfin, je pense que les comparaisons sur ce terrain-là ont des limites. Par exemple, j'ai le souvenir d'avoir lu un auteur qui nous expliquait que pour représenter la nature dans le cadre de la théorie des droits de la nature, on allait désigner par exemple les bergers comme représentants des écosystèmes pastoraux. Ok, mais dans ce cas-là, on arrivera probablement à des violations de la directive Habitat, puisque comme vous le savez, les bergers ne sont pas toujours très favorables à la présence du loup ou d'autres grands prédateurs. Donc vous voyez, cette idée d'harmonie avec la nature, elle est très belle, j'y suis favorable aussi, mais je ne suis pas sûr que sur le terrain, elle efface absolument toutes les contradictions possibles. Même chose tout à l'heure quand il était fait référence aux plongeurs. Alors j'ai une très mauvaise connaissance de la plongée sous-marine, mais je sais que pour avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs de terrain et de gestionnaires d'espaces naturels, qu'il y a beaucoup de conflits avec les pratiquants des sports de nature, escalade, VTT, etc. Donc il faut faire attention. Il y a des utilisateurs de la nature qui l'aiment, mais essentiellement parce qu'elle leur rend un service de distraction dans leurs loisirs. En général, c'est plutôt des protecteurs de l'environnement, mais là aussi, il faut y faire attention. Enfin, dernière remarque, par rapport à une question qui a été posée sur le caractère anthropocentré du droit à l'environnement, j'étais assez en accord avec les réponses qui ont pu être données par Marie-Pierre et Émilie. Je pense que ça dépend surtout de ce qu'on en fait. Bon, on pourrait parler du cas français, mais contrairement à ce qu'on entend parfois en ce moment dans les débats constitutionnels, la charte de l'environnement permet à la fois de protéger le climat et aussi la biodiversité. Il suffit que le juge veuille bien prendre les bonnes lunettes pour la lire correctement. Donc, à mon avis, le problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait des outils juridiques qu'on a, plutôt que sans cesse vouloir réinventer de nouveaux outils juridiques. C'est un problème systémique et non pas simplement un problème d'outils en tant que tel. Les droits de la nature, si c'est le modèle alternatif au droit à l'environnement, eux aussi, ils pourraient tout à fait être anthropocentrés. Comme je disais tout à l'heure, si vous confiez la représentation de la nature à un berger, bon, voilà, je ne suis pas sûr que la nature y trouve toujours son compte. Donc voilà, c'était simplement quelques remarques sceptiques. Ouais. Merci beaucoup, Julien, pour ton intervention. Sur la charte de l'environnement, les générations futures sont dans le préambule de la charte de l'environnement. Donc, de fait, on a déjà les outils juridiques dans la charte de l'environnement pour aussi défendre les générations futures, ce que j'ai mis aussi dans ma thèse. Il y a d'autres questions? Certains pourront rétorquer que les générations futures, c'est une vision anthropocentrée. Peut-être ont déjà fait la remarque, mais bon, aujourd'hui, on est tous accusés d'anthropocentrisme. Non, mais c'est justement une vision dépassée. En Jonas aussi, on lui fait dire ça, de sa pensée, alors qu'au contraire, il a écrit aussi sur les droits de la nature, l'éthique du futur et dans l'interdépendance. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des biais intellectuels dans la compréhension de ces concepts pour justement les éviter. 5 minutes pour répondre aux autres questions. On va voir en efficacité pour clôturer à temps. Oui, alors il y a Frédéric Schneider qui avait posé une question, a priori peut-être pour Catherine. Bonjour, merci pour ces belles interventions. Pensez-vous que le concept de patrimoine commun de l'humanité, en particulier appliqué aux grands fonds marins et à leurs ressources, soit dépassé à l'aune des réflexions actuelles sur les communs naturels? Oui, merci pour votre question. Effectivement, ce que j'expliquais avec le patrimoine commun de l'humanité, on est quand même passé du rêve à la réalité. Les négociations ont été âpres par rapport à ce qu'on escomptait. Les résultats n'étaient pas évidemment ce qui était attendu au départ. Bon, il en reste quelque chose. On va dire, il en reste quelque chose. Il en reste une autorité, il en reste des principes. Mais en réalité, on n'a pas pu réellement mettre en pratique cette notion de patrimoine commun de l'humanité, puisque les ressources qui avaient donné lieu en fait à la création de cette qualification ont perdu de leur intérêt aux yeux des États. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu dire, c'était Monique Chemier-Gendreau qui disait ça, qu'effectivement, le patrimoine commun de l'humanité, c'est comme un arbre sans fruits en fait. Donc, il y a une déception. Marie-Angèle Hermite parlait aussi tout à l'heure du traité sur la Lune, qui
qui qualifie la Lune de patrimoine commun de l'humanité et qui a été ratifié par peu d'États, donc voilà, qui est resté en quelque sorte lettre morte. Donc effectivement, en fait, c'était une notion dont on pensait qu'elle allait introduire une révolution juridique et la révolution n'est pas arrivée en fait. Donc ça, c'est réel. Alors, est-ce que maintenant, substituer une notion à une autre va permettre de régler la question? Je ne sais pas. Enfin, c'est généralement ce qu'on fait. Quand un concept n'a pas marché, on en propose un autre. Il faut effectivement que ça ne reste pas une coquille vide et qu'il y ait des régimes juridiques complets qui soient liés en fait à la nouvelle qualification proposée. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, en fait, on s'arrête au concept d'humanité, qui est un concept idéologique. Hein, donc, idéologie dans un sens positif, il véhicule des valeurs, mais idéologie aussi dans un sens négatif. Voilà, c'est-à-dire, il peut être récupéré, il peut travestir le réel. Donc, il faut vraiment être très prudent quand on manie ce type de notion. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une autre question posée par Ella Sabi. Bonjour, selon vous, du point de vue juridique, où pouvons-nous placer la notion de paysage par rapport à la notion de patrimoine et du bien en commun? La notion de paysage par rapport à la notion de patrimoine et de bien en commun, du bien en commun. Michel, tu peux intervenir? J'avais pensé, enfin, j'ai repris des éléments de Michel Prieur, hein, qui a beaucoup travaillé en fait sur la notion de paysage, et s'il est avec nous, il peut peut-être y répondre. Mais effectivement, lui, il a proposé dès le départ qu'il y ait un droit au paysage qui serait inclus dans l'idée d'un droit à un environnement viable. Donc ça, c'est déjà une première piste, peut-être plus raccrochée à l'idée d'un droit à un environnement viable, le droit au paysage, en reprenant la définition du paysage qui a été donnée dans la Convention du Conseil de l'Europe sur la question. Et je crois que effectivement, c'est Michel Prieur qui connaît le mieux la question pour y répondre. Il est en ligne, hein, Michel, si tu veux activer ta caméra, comme ça on peut te voir, te saluer, et après on fera un petit mot de conclusion chacun à tour de rôle. Enfin, s'il est là. En tout cas, il est connecté. Mais il n'est peut-être pas là. Bon. Je pense que là, on va pouvoir faire un petit mot de conclusion. Effectivement, je vais proposer à tous les intervenants aussi, puisqu'il y a Victor David dans le groupe, si vous le voulez, de faire juste en quelques mots une conclusion. Voilà, vous avez la parole dans l'ordre peut-être, ça sera plus simple, Catherine Lebris, puis Marie-Pierre, etc. Donc, on conclut, c'est ça? Parce que oui. Oui, ok, d'accord. Moi, en fait, je veux juste remercier, en fait, déjà, vraiment les organisatrices pour le travail de coordination, hein, et puis de nous avoir donné la parole, présenté nos travaux, et puis j'espère que ces travaux seront utiles à Madame la députée Muscotti pour avancer sur l'idée d'un défenseur de l'environnement en prenant en compte l'idée de commun et plus largement prendre en compte l'intérêt commun de l'humanité, pas juste se placer au niveau national et bien intégrer la logique universelle. Voilà. Merci en tout cas à tous et merci aussi à vous, Monsieur le Président, pour avoir animé nos travaux toute la matinée. Avec plaisir. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Catherine. C'est bien résumé, merci. Merci. Bon, moi, ce qui me paraît important, effectivement, aujourd'hui, c'est de ne pas se focaliser sur une personne ou sur une personnification. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une idée qui n'est pas évidente du tout dans notre droit aujourd'hui, qui est l'idée de commun et de communalité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, et effectivement, qui rejoint cette idée d'interdépendance, de solidarité. Je pense que vraiment, c'est pas facile d'infuser et de diffuser ces éléments-là, parce qu'effectivement, on est dans cette alternative ou intérêt général, ou intérêt individuel, ou propriété, et je trouve que c'est
c'est pourtant extrêmement important de ne pas opposer les intérêts humains, intérêts non humains, contrairement à ce que disait Julien Bétail. Pour moi, c'est un des éléments, effectivement, où quand j'entends personnification ou le mouvement droit de la nature, où effectivement on va personnifier, pour moi, le danger, c'est effectivement d'opposer l'intérêt humain et l'intérêt non humain, alors que pour moi, il faut dépasser alors c'est vrai que ce n'est pas du tout évident, hein, mais il faut dépasser effectivement ces oppositions pour voir comment effectivement on peut aller plus loin et pour qu'il y ait une coexistence oui, une coexistence des différents intérêts. Mais c'est aussi pour ça qu'effectivement, on ne peut pas se contenter d'un représentant et d'un ombudsman. Voilà, au moins. Je remercie. Mais bon, je ne pouvais pas m'empêcher de répondre. Merci à tous. Merci beaucoup. Marie-Angèle, merci beaucoup Marie-Pierre. Marie-Angèle? Oui, alors si j'avais non pas une conclusion, mais des conseils, ce serait de faire extrêmement attention à la question des budgets. Créer une institution sans les moyens pour fonctionner, et à l'heure actuelle, ça arrive très souvent, c'est plutôt négatif que positif. Donc, il faut savoir comment cet ombudsman pourrait fonctionner et fonctionner mieux que ce qui existe. Deuxièmement, je l'ai dit plusieurs fois, je crois de moins en moins aux réformes directement nationales et de plus en plus aux expérimentations locales. Donc, si on voulait, par exemple, expérimenter l'équivalent d'un ombudsman au niveau départemental, admettons, ça permettrait de voir quelles sont les institutions, les gens qui actuellement sont chargés de faire respecter le droit de l'environnement et qui n'y arrivent pas, de manière à savoir comment on pourrait avancer dans le respect du droit de l'environnement, je dis bien tel qu'il est. Et troisièmement, re-regarder la loi de 2013 qui a fusillé les biens communaux, les sections de communes, de manière à moderniser cette loi, puisqu'en fait, elle est allée en arrière par rapport à Ostrom au lieu d'aller en avant. Donc, voilà 3 conseils très pratiques. Merci beaucoup. Enfin, Victor David. Bonjour, je suis toujours réveillé. Écoutez, merci en tout cas à vous de m'avoir associé à cette matinée pour vous. Et j'espère voilà, que les quelques images du Pacifique que je vous ai montrées, qui sont toutes des photos de moi, effectivement, je veux dire, on ne peut pas être insensible quand on y vit et avec les hommes et cet océan. Donc, le lien particulier des Kanaks à la Terre, sachant que pour les Kanaks, la Terre, c'est aussi la mer. Donc, c'est quelque chose qui, je vous dis, ne nous laisse pas indifférents. Et quand moi, je vois effectivement que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou de manière générale, des pollutions de l'océan, j'ai un peu, je dirais, inversé la proposition du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Je me suis dit que la nature a vraiment besoin d'une humanité saine. Parce que franchement, quand on voit ce qu'on peut faire comme dégâts, je me dis qu'est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Quand cette folie va s'arrêter, quand cette folie de l'humanité va s'arrêter par rapport à la nature qui a justement le droit d'exister, qui a existé avant nous. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de... J'ai souvent entendu l'argument disant que ce n'était pas possible en France, en Europe, etc. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible. Il n'y a pas moins de gens sensibles
à l'environnement. Il n'y a pas besoin d'être spécialement bouddhiste, il n'y a pas spécialement besoin d'être un peuple autochtone pour aimer la nature et vouloir vivre en harmonie avec elle. Je pense que c'est quelque chose que justement partagé par l'humanité et où on soit. Donc, et quand on parle d'écouter les peuples autochtones, souvent j'entends ça, donc la prise en compte des savoirs traditionnels, etc. Je veux dire, c'est pas reconnaître les savoirs traditionnels pour qu'ils continuent à s'appliquer aux peuples autochtones. Je veux dire, si on ne saisit pas l'occasion pour justement écouter ce que les peuples autochtones ou les sociétés traditionnelles ont à dire, et donc les prendre en compte, y compris dans nos systèmes juridiques, je crois qu'on aura loupé la décolonisation. Donc, voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Victor. Je vais terminer cette session en remerciant tous les intervenants du fond du cœur, en remerciant Marie-Pierre Camproux-Dufresne et Émilie Gaillard pour avoir dirigé scientifiquement cette matinée, en remerciant Émilie Gaillard pour la coordination générale de la chaire Normandie pour la paix et ce beau travail qui est fait. Et je vais formuler le vœu que ces deux journées, celle du 8 et celle d'aujourd'hui, seront le plus utiles possible, vous seront le plus utile possible à vous, Madame la députée. Merci beaucoup du fond du cœur aussi pour toute l'équipe de votre présence à 2 reprises. On sait que vous avez un emploi du temps chargé et je vais tout de suite vous laisser la parole pour que vous puissiez conclure. Merci beaucoup. Je vous remercie une fois de plus. Merci pour toutes les informations précieuses échangées lors de ce colloque la semaine dernière et aujourd'hui. La défense de l'environnement est un sujet vaste, est un sujet complexe et elle appelle donc une réponse tout aussi complexe et agile politiquement. Alors on a une nécessité à agir et nous devons faire cesser l'instabilité juridique qui découle à la fois du foisonnement législatif et du nombre pléthorique d'acteurs. Je pense que vraiment, on doit travailler dans cette mission sur l'effectivité des normes et mettre en cohérence l'ordre juridique et la sanction de la norme, qui sont 2 conditions, à mon sens, de cette effectivité. Je vous remercie encore de me donner à réfléchir sur le retard structurel des documents d'urbanisme, sur la place des préfets et des collectivités dans la nouvelle organisation que l'on devrait mettre en place, sur ce que pourrait avoir comme intérêt la création d'une API encore plus qu'une AAI, sur les notions de collégialité, les notions d'impartialité, d'incarnation, de bien commun et de réparation du préjudice. Tout le montage législatif que ma mission implique est vertigineux, mais je ne m'arrête pas de m'appuyer sur l'expertise de toutes ces auditions qui sont vraiment le terreau de ma réflexion et de tous les échanges que l'on a pu avoir pendant ces 2 journées passionnantes. Toutes ces justifications législatives ne peuvent pas suffire à construire un projet. Quand la volonté politique est là, le projet trouve sa construction légale. Quand la légitimité sans appel sous-entend la commande d'un projet, celui-ci trouve sa finalité et sa transformation opérationnelle. Et le défenseur de l'environnement est de cela. Il est, à mon sens, une réponse globale qui vient aussi dans le champ des droits humains. Le défenseur de l'environnement est une réponse à la Convention citoyenne pour le climat parce qu'il vient éclairer la prise de décision publique et parce qu'il vient aussi donner aux citoyens la possibilité de participer à la décision, d'être en mesure même de l'influencer. C'est pour ça qu'au-delà du sujet environnemental, il vient et il devrait réorganiser le commun, crédibiliser l'action publique et répondre à ce déficit terrible de confiance des citoyens envers les institutions de manière globale ou envers les hommes et femmes politiques. Je pense vraiment que ce défenseur de l'environnement doit aller au-delà de son propre champ. Je crois beaucoup en ce projet, je le pense nécessaire, je le pense impérieux et urgent. Alors, je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette mission. Je dois vous transmettre le rapport définitif que je remettrai au Premier ministre et qui, j'espère, saura le convaincre. D'ici là, merci pour m'envoyer toutes ces adresses mail pour qu'on puisse rester en contact. Et puis, bravo surtout. Je me permettrai de vous dire quand même que par moments, j'ai été un petit peu perdue parce que c'est effectivement très complexe, mais extrêmement nourrissant. Donc, merci.
Merci. Je vais laisser peut-être la parole à Émilie Gaillard, à qui il revient de clôturer ces 2 sessions. Merci beaucoup. Eh bien, c'est encore des remerciements. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'événement en ligne. Merci pour toute cette participation. C'est vrai que vous pouvez voir que nous sommes beaucoup à suivre avec beaucoup d'intérêt vos travaux, à vous soutenir, parce que vraiment, on voit là une merveilleuse opportunité. Et nous sommes très heureux de vous transmettre dès aujourd'hui tous les mails avec les photos, les bios, le titre de leurs interventions, comme vous avez déjà le programme, et les mails et coordonnées de nos collègues, puisque mon rôle, c'est de faire le rôle de facilitation entre les personnes. Et je vais vous mettre également en contact avec Madame Anne Eastwood, parce que je crois que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, donc je fais ça aujourd'hui sans faute. Très belle fin de journée à toutes et à tous et au plaisir. Et nous sommes de tout cœur à vos côtés, Madame la députée.